Une personne handicapée intellectuelle, c'est qui? Une personne handicapée intellectuelle se définit comme une personne handicapée en général. C'est-à-dire que la déficience dont j'avais parlé chez lui, c'est lié peut-être au retard dans la réaction intellectuelle. Et ce retard, justement, se met en confrontation avec les obstacles physiques et comportementaux. Et ces obstacles, c'est le regard. Il est marginalisé. On se dit, ah ben, c'est un enfant qui ne peut rien faire du tout. Mais je peux vous dire, il y a certaines personnes handicapées intellectuelles qui sont sensibles, plus sensibles qu'une personne ordinaire en général. C'est-à-dire, peut reconnaître quelqu'un automatiquement lorsqu'il a vu peut-être une fois la personne. Par rapport à notre thème, handicap et développement, Oui. Est-ce que vous soutenez que les personnes handicapées peuvent participer au développement? Bien sûr, les personnes handicapées peuvent participer au développement. Nous avons des personnes handicapées qui tissent des chaises, qui font des nattes, etc. Mais ça, c'est artisanal. Mais vous verrez des personnes handicapées qui ont une entreprise et qui recrutent des gens. Vous prenez le président de la FOAF, la Fédération Ouest-Africaine des associations de personnes handicapées. C'est une personne, d'abord, qui travaille aux impôts, mais qui a son entreprise privée, qui emploie beaucoup de personnes, mais c'est une personne dont des centaines de personnes dépendent. Mais nous avons plusieurs exemples au Togo. Nous avons des personnes handicapées, chefs d'entreprise, des personnes handicapées qui ont une famille qu'ils gèrent. Alors, le développement. Mais c'est clair que les personnes handicapées participent au développement. Nous avons des personnes handicapées qui enseignent, qui forment les gens. Et c'est clair que les personnes handicapées, vraiment, lorsque on les met dans de bonnes conditions, ils excellent. C'est important. Il y a un dernier modèle, c'est le modèle basé sur les droits de l'homme. Et c'est le modèle qui a cours actuellement et c'est le modèle que les spécialistes du domaine utilisent pour faire avancer les choses. Et donc, la société doit s'adapter aux personnes handicapées, comme le modèle social le dit. Mais mieux, il dit, la personne handicapée a le droit de se plaindre. Donc, c'est un modèle basé sur les droits de l'homme. Ça veut dire que si le droit à l'éducation n'est pas garanti, pour un enfant handicapé, au même titre que les autres enfants, les parents de l'enfant doivent se plaindre. Qu'est-ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme? Tout homme naît égaux. Tout homme a le droit à la vie. Alors, si un enfant naît, quelle que soit sa forme, si on le tue, la personne qui fait ça et qui pense pouvoir l'aider doit aller en prison. Si on garantit le droit à l'éducation à tout enfant, au Togo, le droit à l'éducation, c'est jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire que les parents sont obligés d'envoyer leur enfant à l'école. Alors, si un enfant handicapé n'est pas envoyé à l'école, si une tierce personne constate, il a le droit de se plaindre et d'obtenir justice. Mieux, vous envoyez un enfant à l'école alors que l'école ne peut pas l'accueillir. Mais cet enfant se retrouve à l'école, il n'est même pas capable de rentrer dans la salle de classe parce que la salle de classe n'est pas accessible. Si par un effort, on le prend, on le soulève, on le met dans la classe, le cours que l'enseignant donne ne prend pas en compte les spécificités de l'enfant. Est-ce que son droit à l'éducation est garanti? Non, son droit à l'éducation n'est pas garanti et là, on peut se plaindre. Donc, pour vous expliquer que les obstacles peuvent être institutionnels, c'est-à-dire que ça peut toucher nos tests, ça peut toucher l'organisation même des systèmes, du système éducatif, du système de santé, etc. Alors, il y a des lois, justement, qui ne répondent pas aujourd'hui à la particularité de la personne handicapée. Une personne handicapée ne peut pas aller au marché de son propre chef. Ça, c'est grave. Ça veut dire qu'il doit être constamment assisté. Le transport en commun. Moi, j'ai vu dans des pays, c'est vrai, ce n'est pas totalement parfait partout, mais où, lorsque le bus arrive, il y a un système de rampe sur lequel la personne monte avec son fauteuil roulant sans être assisté. Donc lui aussi, il bénéficie du transport en commun. Mais dans certaines villes, on ne l'a pas. Et voilà pour ça que j'insiste sur l'environnement, pour dire que pour que les personnes puissent participer au développement, il faut que l'entourage les comprenne comme tels. Tout ce que j'ai cité, je vous assure, si les parents, si leur communauté, si leurs écoles n'ont pas compris
que ces personnes peuvent exceller, ils peuvent beau avoir ces potentialités, ils ne vont pas exceller. Voilà la problématique de la chose. Donc nous péchons sans le savoir. Nous péchons sans le savoir. Bien sûr, M. Condor. Est-ce que cette compréhension que vous avez d'une personne handicapée, à savoir, elle est capable de participer au développement du pays, les différentes familles en Afrique ont-elles cette conception? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que nos cultures comprennent différemment le handicap. Nos cultures ont intégré des pratiques, des conceptions qui ne vont pas en faveur de la personne handicapée. Dans certaines cultures, on pense que lorsque vous avez un enfant handicapé, c'est la conséquence d'un acte répréhensible que vous avez posé peut-être envers les dieux, ou alors un acte mauvais que vous avez posé envers vos prochains, et la conséquence, la punition, c'est que vous avez un enfant handicapé. Vous comprenez que si une société a cette conception, l'enfant handicapé sera toujours considéré comme une punition, une charge. Mais s'il est considéré comme une punition, comment est-ce que je peux faire sa promotion, moi, en tant que parent? C'est pourquoi nous devons déconstruire nos cultures, nous devons déconstruire la conception des gens. J'aime bien la culture africaine, mais il est important qu'on puisse sensibiliser les communautés, qu'elles comprennent qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'une personne soit handicapée. Il y a des facteurs liés même à la conception, liés aux habitudes d'une femme enceinte. Et il y a des facteurs liés aux maladies qui surviennent lorsqu'une femme est enceinte. Mais ensuite, il y a des facteurs liés aux accidents. Vous êtes très bien portant, un jour vous faites un accident, vous perdez un membre. Alors vous comprenez qu'on a plusieurs causes du handicap et le handicap ne saurait être traité comme une fatalité. Il faut qu'on le prenne de façon naturelle et comprendre que lorsqu'on se retrouve dans une situation, il faut justement que l'environnement soit adapté. Ça veut dire, M. Condor, que chacun de nous peuvent d'un jour à un autre devenir une personne handicapée. Mieux, si nous aspirons à vivre longtemps, nous allons tous devenir personnes handicapées avant de mourir. Vous comprenez, si vous avez 70 ans, ou même pas juste là, vous prenez de l'âge, vous n'avez plus toutes vos facultés. Vous ne pouvez plus avoir accès à votre chambre, à votre maison que vous-même vous avez construite. Vous ne pouvez plus monter. Vous perdez vos facultés visuelles. Et vous ne pouvez plus lire comme quand vous étiez plus jeune. Vous voyez, le handicap commence par s'installer. Et si nous aspirons à vivre longtemps, il faut que nous-mêmes, dès maintenant, nous militions pour que les conditions soient créées, pour que la société soit accessible. Là où il y a des escaliers dans les services, il faut qu'on puisse mettre des ascenseurs, des rampes si ce n'est pas très élevé. Et même nos propres maisons, pour que nos propres maisons puissent être adaptées. Donc vous comprenez que c'est un passage obligé si nous vivons plus longtemps. De façon totalement hasardeuse, on peut faire un accident, on ne le souhaite pas, et devenir une personne handicapée. Alors c'est le message qu'on doit porter aux communautés. Leur dire que le handicap ne provient pas d'une malédiction. Et en plus, vous allez comprendre que nos langues comportent en elles des termes péjoratifs envers des personnes handicapées. Ce n'est pas seulement le français. Nos langues maternelles comportent vraiment des termes péjoratifs. Exemple? Pour ceux qui comprennent tête levée, les enfants, on les appelle IMC, infirmité motrice cérébrale. En éveil, par exemple, en Mina, on les appelle Tohonsou. Pardon? Tohonsou. Tohonsou. Voilà. Tohonsou, c'est un terme très dévalorisant. Donc c'est clair que quand je nais dans cette communauté, moi aussi je relais ces noms-là. Et finalement, le terme handicap va être lié à des gens qui sont malheureux. Est-ce qu'en Afrique, en dehors de Tohonsou, il y a des symbolismes qui dévalorisent la personne handicapée? Oui. Est-ce qu'il y a des comportements au niveau de la société qui ne montrent pas de valeur qu'on puisse accorder à une personne handicapée? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs comportements. Tu rentres dans une famille et le papa cache son enfant handicapé. Les thèmes dévalorisants qui, par ricochet, sont traduits dans des comportements. Oui. Pourquoi pensez-vous que le papa soustrait l'handicapé parmi ses enfants? Parce qu'il se dit qu'il ne le mérite pas, que c'est une punition. Donc, cet enfant
en fait, il ne devrait pas l'avoir, c'est ce qui se dit. Et c'est des autres enfants qui sont de véritables enfants. Vous comprenez? Oui. Et en lieu et place, vous étant expert en la matière, qu'est-ce que vous dites à ces parents? Mais je dis à ces parents que des exemples sont légion. Ils se font du mal parce que peut-être cet enfant, c'est lui qui va sortir cette famille de la pauvreté. Un Soundiata Keita. Voilà, un Soundiata Keita. Mais toutes les personnalités que j'ai citées, tous les bons exemples que j'ai donnés, c'est que les parents ont compris. Et toutes ces personnes sont des piliers de leur famille, je vous assure. Alors vous comprenez, si cet enfant, vous ne le mettez pas à l'école, vous mettez les autres à l'école, et cet enfant est à la maison, vous vous faites du mal. Pendant que ces autres enfants, qui sont très mobiles, ils vont fuir les salles de classe pour aller dans des trucs et tout, l'enfant handicapé qui, lui, a fait un grand effort pour pouvoir rentrer dans la classe, vous comprenez que lui va être assidu. Lui va être sur place, il va suivre et ne va sortir qu'à la fin de l'heure. Ça, c'est un exemple banal que je donne, mais c'est des gens qui sont plus assidus parce qu'ils savent que c'est une chance qu'on leur a donnée. Je ne dis pas que c'est une chance pour eux et qu'ils ne devraient pas être dans le système, mais du point de vue de la société, ils se disent que mais si mes parents comprennent, donc c'est une chance que j'ai eue de leur part. Et il est assidu. Voilà pourquoi il est important que les parents comprennent, à partir de tous ces exemples, que leurs enfants handicapés peuvent les sauver. Et ils leur font du mal s'ils les mettent en marge de la société, en marge de leur programme, en marge de leur projet. En prenant les domaines, j'ai parlé de l'éducation, mais je voudrais revenir à la santé. Lorsque vous prenez le domaine de la santé, c'est les mêmes discriminations. Une femme handicapée qui tombe enceinte, qui va à l'hôpital, je vous assure, il y a des informations qui reviennent, mais vous allez en avoir pitié. On oblige les femmes handicapées, qui plus est enceintes, à monter sur les tables gynécologiques. Et s'ils n'arrivent pas, ils disent, ah, vous êtes dans cet état et vous tombez enceinte. Est-ce que vous comprenez le déclic que ça fait? Mais ces traitements ont fait que certaines femmes handicapées, lorsqu'elles tombent enceintes, ne vont plus à l'hôpital. Et alors, quelle réponse l'hôpital en principe doit donner? Les tables gynécologiques doivent être adaptées. Il y a des tables qu'on peut ramener jusqu'au sol, faire monter la femme et la soulever. Mais ce matériel, rares sont les hôpitaux qui en disposent. Mais en dehors de ça, la façon de traiter la femme, d'échanger avec elle, va l'encourager. Mais très souvent, ce n'est pas ce qu'elles ont, c'est des injures. Donc l'accès physique, mais également l'accès psychologique, comportemental dans les hôpitaux cause problème. Lorsque nous prenons le domaine de l'emploi, accéder à un emploi, c'est un moyen par excellence de participation sociale. Parce que si vous avez un emploi, vous avez un revenu, vous pouvez avoir une femme, si c'est un homme handicapé, si c'est une femme handicapée, il lui est plus facile d'avoir un homme quand vous avez un emploi que vous pouvez vous affirmer dans la société. Et vous comprenez que lorsque une personne handicapée est discriminée dans son accès à l'emploi, c'est la pire des choses qui peut lui arriver. Et il y a des barrières institutionnelles qui ont été identifiées qui ne permettent pas à une personne handicapée d'avoir accès facilement à l'emploi. Le fameux certificat médical. Pour passer un concours dans la fonction publique, on demande un certificat médical. Et à plusieurs personnes handicapées, on refuse le certificat médical ou on met dessus inapte, sans pour autant avoir une expertise sur le travail que la personne doit faire. Des gens sont allés se plaindre à la FETAF parce que les médecins leur ont refusé un certificat médical, parce qu'ils doivent passer un concours. Et c'est ensuite par des plaidoyers, par des interventions que finalement ce certificat a été accepté. Le médecin, il a refusé catégoriquement d'émettre ce certificat médical. Ou s'il est obligé de les mettre, il a dit en substance, là, il mettra inapte. Mais inapte sur ce certificat, il ne peut pas passer le concours. Est-ce que vous comprenez? Alors, en matière d'emploi, qu'est-ce qu'il faut? Si je dis emploi, je parle également d'autres activités génératives de revenus. Par rapport à ce cas précis, oui. Vous, en tant qu'expert en la matière, que souhaiterez-vous?
que le médecin mette. Qui ait une expertise en la matière, que le médecin puisse évaluer la personne et puisse dire voilà ce travail, effectivement il ne peut pas le faire. Il y a par exemple des activités qui sont peut-être des activités dangereuses, peut-être conduire un engin lourd, je donne juste un exemple. Mais une personne se présente et a peut-être un problème psychologique et tout, c'est clair que à l'analyse, que le médecin puisse dire pour telle activité, justement, vous ne pouvez pas le faire. Et ça, c'est clair. Peut-être il aura sauvé la vie de la personne. Nous constatons ce qui n'est pas d'expertise claire. Comment on voit une personne en fauteuil roulant et on décrète qu'il ne peut pas enseigner. Une personne qui n'a pas un membre supérieur, on décrète qu'il ne peut pas enseigner, qu'il ne peut pas entrer dans la fonction publique, alors que cette personne a enseigné des années durant dans le privé, dans cet état. Alors, ça veut dire que c'est 2 poids, 2 mesures. Donc, il faut vraiment une évaluation approfondie pour prouver justement qu'il ne peut pas faire ceci, il peut faire ça. Si je prends l'exemple d'une personne handicapée physique, oui, et on lance un concours de recrutement des professeurs du sport, oui, et on lui demande un certificat de santé, qu'est-ce que vous conseillez là-bas? Non, monsieur Condor, je vais vous étonner, mais dans le domaine sportif, vous le savez mieux que moi, en tant que journaliste, mais les personnes handicapées excellent également dans le sport. Il y a plusieurs disciplines que les personnes handicapées font. Et accepter une personne handicapée comme enseignant de sport, c'est magnifique. Ça démontre justement que le gouvernement comprend que les personnes handicapées font du sport. Dans les Jeux paralympiques, vous verrez les personnes handicapées nager, vous verrez les personnes handicapées courir, vous verrez des personnes handicapées qui font de l'haltérophilie, vous verrez des personnes handicapées qui jouent au basketball en fauteuil roulant. Mais c'est simplement magnifique de voir une personne handicapée faire du sport. Donc, c'est vraiment faire des jugements que de penser qu'une personne ne peut pas faire telle ou telle chose. Demandez l'avis des experts, ils vont vous expliquer. Pour que la société puisse être accessible en termes d'emploi, d'abord, l'État a un rôle régalien d'assurer ou bien de faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Parce que l'État togolais a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 1er mars 2011. Et cette convention porte en son article 27 le droit à l'emploi des personnes handicapées. Les personnes handicapées ne doivent pas être discriminées à l'emploi. Mieux, on doit faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Et comment on peut faciliter l'accès à l'emploi des personnes handicapées? Par des mesures incitatives. Lorsqu'on lance un concours, par exemple, d'accès à la fonction publique, on doit mettre un quota que le nombre des personnes retenues comporte 10% de personnes handicapées, par exemple.